Yo, salut tout le monde, c'est Shinokaze. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. L'épisode final, c'est incroyable. C'était une œuvre magnifique, vraiment. Merci Isayama. J'aimerais bien applaudir, mais j'ai pas les deux mains libres. Mais vraiment, merci beaucoup Isayama. Merci du fond du cœur. Cette œuvre m'aura transporté, m'aura fait réfléchir. J'ai théorisé, j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai fait... En plus, j'ai fait des vidéos dessus à l'époque, sur la saison 3 et 4. Et... Bon, c'était incroyable. C'était une œuvre grandiose, magistrale. Une comme on en voit une fois tous les 10 ans. En tout cas, un manga comme on en voit une fois tous les 10 ans. Les gens adulent ce manga, cet animé, et c'est pas pour rien. Même l'animé, il est sublime. Oui, Studio Mappa, bravo. Bon, Mappa, saison 4, partie 1. C'était un peu moins ça. Mais pour le reste, c'était nickel. Franchement, SNK mérite tous les éloges. Il est pas surcoté, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est hyper bien écrit, écrit d'une main de maître. Scénario maîtrisé, des foreshadowing de partout. Vraiment une écriture magistrale, vraiment. Tout est bien millimétré, tout est bien fait. Les émotions, le mec, il a dit dès le début qu'il voulait 33 ou 34 tomes. Et il s'en est tenu, il a fait 34 tomes, le mec. Il avait tout prévu, c'est pas comme Oda qui a tout prévu, mais qui a rajouté des trucs en cours de route. Bon, il a dû modifier lui aussi à cause de son éditeur, la mort de Sacha devait arriver en saison 2. Mais voilà, il y a eu des petites modifications mineures, mais globalement, il avait en fin la tête depuis le début. Il avait la fin en tête plutôt depuis le début, tout le déroulé en tête, et contrairement à Oda, encore une fois, il s'en est tenu au niveau de la temporalité, c'est-à-dire que il sait où ça va, mais il sait aussi combien de temps ça va faire. Que Oda, il te dit que l'arc va finir l'année prochaine, il finit dans 4 ans. Donc c'est n'importe quoi. Mais bref, donc Isayama, merci beaucoup. Surtout, il faut perpétuer cette œuvre, il ne faut pas qu'elle se fasse oublier. Il faut qu'on la montre à nos amis, à nos frères, à nos parents, à nos enfants, bref. Il faut la montrer, il faut qu'elle traverse les générations. Peut-être qu'à un moment, elle sera obsolète. Il y aura des trucs meilleurs qui vont sortir, l'époque sera différente, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette œuvre doit perdurer le plus longtemps possible dans le temps. Elle est vraiment incroyable. Je ne pense pas que je pense pas que des œuvres aussi incroyables apparaissent de sitôt, quoi. Enfin, il y en aura, mais pas beaucoup. Là, c'est vraiment une œuvre exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Moi, au début, je la sous-estimais, voilà. J'avais regardé la saison 1 à l'époque, en 2013, quand c'est sorti. À l'époque, les animés étaient beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui. J'ai regardé la saison 1, je me suis arrêté à l'épisode 13, il y avait vraiment une hécatombe de sites qui diffusent cet animé. Ils se faisaient strike de partout les sites. Direct à cause des ayants droit, hop, le site se fait strike. En cours de visionnage, mon site a sauté. J'ai pas pu trouver d'autres sites, vraiment j'en trouvais pas. Pendant au moins une semaine, j'en trouvais pas. J'ai laissé couler et quand les sites sont revenus, je me suis dit bon. Moi je trouvais ça pas mal, mais un peu surcoté. Je me suis dit on va attendre la saison 2, elle arrive dans 3-4 ans. On le savait déjà à l'époque. Donc on attend, j'ai attendu la saison 2, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai regardé la saison 1, dès que l'épisode 1, la saison 2 est sorti, j'ai adoré. En fait, dès que le Titan féminin arrive, l'épisode 16, saison 1, ça devient incroyable, vraiment magnifique, ça devient beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et ensuite, ça s'enchaîne, la révélation de Rainer Eberton, encore ça monte un cran au-dessus. La saison 3, il y en a qui n'ont pas aimé le côté politique, moi j'ai adoré, je comprends pas. SNK c'est ça aussi, on veut pas que des titans. Au contraire, la saison 3 partie 1, je pense que c'est ma partie préférée après... En fait, la saison 3 c'est ma partie préférée après la saison 4, je pense. En tout cas, ma partie préférée c'est la révélation de la cave à la fin de la saison 4. Ça aussi, j'ai attendu depuis longtemps, j'ai résisté pour pas lire les scans et j'ai été comblé. J'ai eu quelques spoils comme le délire des 13 ans entre temps. Mais j'ai adoré. Ensuite, la saison 4, j'ai dû la lire en manga malheureusement parce que je me faisais spoil. Je me suis fait spoil Eren qui se fait décapiter, même si j'ai pas cru un seul instant à sa mort. Alors que les gens, quand j'ai rattrapé les scans, vraiment, beaucoup disaient oh, Isayama a porté il a tué son héros des trucs, des chapitres et tout. Alors que pas du tout, c'est évident qu'il est pas mort, c'est Eren quoi. Enfin, je peux comprendre qu'on peut se dire qu'il y a des héros qui meurent en cours de route, ça existe dans certains mangas, mais dans SNK, ça se voyait que c'était pas. Ça se voyait qu'il était pas mort quoi. Donc voilà, on arrive enfin à cet épisode. J'ai décidé de faire une vidéo facecam, voilà, à l'ancienne, pour ceux qui m'ont connu dans mon ancienne chaîne. Bon, il n'y a plus personne, je pense, dans cette chaîne. Quoique, il y a un mec qui avait commenté, qui m'avait dit qu'il me connaissait sur d'autres chaînes. Mais, euh, mais voilà, une vidéo à l'ancienne, où je parle à cœur ouvert, je vous dis mes analyses, mais aussi mon ressenti surtout, mon avis, comment j'ai vécu la chose.
Et surtout, donc bon, c'est un format qu'on perd de plus en plus, parce que maintenant on est à l'ère du montage, de trucs, de l'analyse et tout. Ou même juste, pas forcément de l'analyse, il y a des youtubeurs qui se contentent juste de réciter des trucs. Et j'ai l'impression que c'est juste les gros youtubeurs de l'époque, comme les vidéos de Riles ou le Chef Otaku, qui ont gardé ce format et que les gens suivent. Donc moi je vais quand même le faire, j'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, c'est pas grave, parce que je vais faire d'autres vidéos travaillées, les incohérences de ce dernier épisode, les différences manga et animés, et aussi une analyse plus posée avec un montage, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a aussi par exemple le youtubeur MecMec, qui est pourtant un nouveau youtubeur, c'est un streamer, mais sa chaîne YouTube n'a pas beaucoup de vidéos. Il a sorti une vidéo où il parle comme ça à cœur ouvert, vous pouvez aller la voir, je la mets dans la description si vous la voulez. Franchement, elle est bien. Il parle vraiment avec le cœur et ça fait plaisir de voir une vidéo comme ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, les commentaires disent la même chose, que c'est bien de voir un mec qui parle avec le cœur. Et sa vidéo a très bien marché. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 5 ou 6 000 vues alors que le mec il vient de commencer, quoi. Donc, enfin, qu'il a pas beaucoup de vidéos. Donc voilà, peut-être que cette vidéo va marcher. Je ne sais pas, voilà, longue intro. Maintenant, on va parler concrètement de cet épisode qui était magnifique, vraiment visuellement magnifique, scénaristiquement magnifique. La fin, franchement, la fin est très bonne. J'avais vraiment peur, parce que à l'époque, énormément de monde n'avait pas aimé la fin, la majorité. J'avais peur, et en fait, je me suis dit, attends, si les gens n'ont pas aimé la fin, c'est qu'il y a un délire, que le conflit avec les Zediens n'a pas été résolu, ou un truc comme ça. Donc j'ai élaboré ma théorie de la fin en partant de ce postulat-là. Et d'un autre truc, je me suis dit, bon, Eren a l'air d'être le dernier titan assaillant, parce que si ce n'était pas le dernier titan assaillant, il serait soumis lui-même au souvenir du futur d'un autre détenteur. Il ne peut en être autrement, donc forcément le pouvoir des titans va disparaître. C'est ce que je me suis dit. Il va disparaître, et je me suis dit, ça va permettre à Reiner et les autres de vivre vieux. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, donc je suis plutôt fier de moi. La théorie s'est validée. Je me suis dit aussi qu'on reverrait Bertolt dans la dimension du chemin. Ça personne n'a théorisé, vraiment, je suis très fier de moi, ça, et le fait que Erwin, on va le revoir soit dans la dimension du chemin, soit dans l'au-delà, en fait les deux. Donc j'avais raison à mi-chemin entre les deux. Pourquoi j'ai pensé ça? Alors que pour moi, en fait, c'est un peu obvious. Pour Erwin, c'est obvious. Parce que Erwin, ben, plein de fois, lui-même dit, avant de mourir, il dit que ses camarades observent. Tu dis, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est réel? Il dit ses camarades observent, il se demande pourquoi ils ont sacrifié leur cœur, Shinzo Sasagayo. Et même Angie, une fois que Erwin meurt, elle dit, dans un épisode quand elle parle d'argent, elle dit, je sens le regard de mes camarades et tout. C'est trop répété pour que ce soit rien, pour qu'il y ait rien en fait. C'est trop répété. Donc je me suis dit, c'est un foreshadowing. On va revoir ces gens dans l'au-delà. Enfin, à côté du coup. C'est logique qu'ils étaient à côté, donc ils étaient vraiment là sous forme d'âme. Je me suis dit, c'est obligé qu'on les revoie, soit dans la dimension de chemin, soit ils seront là, sous forme d'âme quelque part, ou dans l'au-delà, mais je savais qu'on les reverrait, quoi. Et effectivement, ils étaient juste là, à côté, sous forme d'âme. Et ça aussi, pourquoi j'espérais ça aussi? Parce que j'ai toujours été frustré que Erwin n'ait pas découvert la vérité sur l'origine des titans. Je me suis dit, il faut impérativement que le mec le sache, de par le fait que qu'il est sous forme d'âme et qu'il ait vu le lendemain, ou littéralement le lendemain de sa mort, qu'il ait vu le secret de la cave. Et là, c'est plutôt bien transcrit parce qu'en fait, c'est pas comme si c'était omniscient qui pouvait se balader ailleurs. Ils sont comme liés aux personnes, au bataillon, aux personnes avec qui ils étaient de leur vivant. Et ça, j'aime bien. Ils suivent leur aventure. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Vous avez vu, Bertolt, on a vraiment vu dans la dimension du chemin, c'était une théorie, parce que il est mort trop tôt en fait. Je me suis dit, ce personnage est mort trop tôt, il faut qu'on le revoie. Et avec ce délire de dimension du chemin et tout, c'est possible que ça arrive, c'est possible. Et c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Parce que de ce qu'on comprend, la dimension du chemin évolue au-delà de la mort et de la vie. En fait, la dimension du chemin peut convoquer à la fois les vivants et les morts. C'est une dimension où ce concept n'existe pas. C'est dit parce que justement, Ymir cherchait un endroit où la mort n'existe pas pour se réfugier parce qu'elle avait peur de la mort. Ça fait écho à la discussion de Sig qui dit que
tout être humain a peur de la mort, justement, c'est dans leur nature, etc. Parce que la vie cherche à se propager et tout. Voilà, tout ça c'est extrêmement intéressant, j'ai adoré la discussion entre Armin et Sig. Et Armin d'ailleurs qui a sauvé l'humanité, comme l'avait prophétisé, foreshadowé Eren en saison 3. Ah oui, autre chose dans ma théorie, j'avais théorisé que Eren remettrait l'écharpe à Mikasa. Il l'a fait à la fin de l'épisode sous forme d'oiseau. Moi je pensais en fait que vraiment elle allait le tuer et qu'il allait peut-être genre mourir sous ses bras, se laisser mourir un peu comme Ymir, tu vois, à l'époque. Et même si c'est contre... ouais, c'est antinomique avec la personnalité d'Eren qui est de toujours aller de l'avant, d'être libre et tout, et de une forte volonté de vivre, même s'il serait prêt, il aurait été prêt à se sacrifier pour ses amis, il l'a fait d'ailleurs, mais même à l'époque à Historia, il avait dit qu'il était prêt à se sacrifier pour Historia, mais qu'il allait se laisser mourir et mettre l'écharpe autour du cou de Mikasa. Loin de moi, je me doutais pas que Mikasa allait le décapiter, mais après c'est logique parce que pour le tuer à coup sûr, il faut le décapiter, il faut pas le planter. Bon, et c'était très beau. Donc voilà, c'était vraiment magnifique, visuellement. Donc, voilà, donc ma théorie s'est avérée juste. Et la fin m'a satisfait parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et je comprends les gens qui n'ont pas aimé la fin. Pourquoi ils n'ont pas aimé la fin? Parce que, déjà, il y en a que ça peut déranger le fait qu'il y ait ce paradoxe temporel qui n'est pas expliqué. Enfin, l'explication, c'est comme ça, ça devait être comme ça et pas autrement. Ouais, c'est un peu une explication, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais voilà quoi. C'est Eren fait ce qu'il fait parce que. Il fait ce qu'il fait parce que c'est Eren. Il est comme ça, il est libre. Et il veut le grand terrassement pour avoir cette vue dégagée sur le monde, cet horizon. Ça, j'avais compris des épisodes d'avant. Hein. Là, il a pu se formaliser, j'imagine, pour que les gens comprennent concrètement. Mais l'épisode d'avant, tu comprenais déjà tout ça. D'ailleurs, je l'avais analysé dans une vidéo. Donc voilà, il veut voir l'horizon. Et il veut sauver ses amis de l'île du paradis. Mais dans le même temps, il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire tout ça parce que c'est ainsi que le futur est fait. Et il ne peut en être autrement. Là, il le formalise. Il dit clairement, même dans l'épisode d'avant, il disait le futur est immuable. Il avait essayé de ne pas sauver Ramsey parce que c'est hypocrite alors qu'il va lancer un grand terrassement, il sauve Ramsey avant. Ça n'a aucun sens. Et après, il l'a quand même sauvé. Il dit on dirait que le futur est immuable. Et là, pareil, il dit, Armin lui dit textuellement comment ça c'est écrit que 80% de la population va mourir. Tout résulte de tes choix, tout résulte de tes actions. Et Eren lui explique pas concrètement, mais il lui dit que c'est son pouvoir. Mais c'est flou, il te dit ouais, mais tout ça est arrivé parti en cacahuète parce que j'ai un pouvoir trop grand pour moi, je suis un imbécile. En fait non, c'est vraiment tout s'est posé comme ça, c'est comme un destin, tu vois. Ça, c'est difficile à avaler, mais d'un côté, je me dis, bon, c'est un peu comme le destin. C'est juste que là, il y a un paradoxe temporel. Mais au final, si on croit au destin, que tout est déterminé à l'avance, bah c'est pareil. Mais là, c'est un peu antinomique avec le personnage d'Eren qui est censé être libre par essence, par nature, mais on te dit, justement, en fait, le paradoxe que essaye. Je comprends l'intention de l'auteur de nous faire cette opposition entre donc Eren est libre, mais il n'est pas vraiment libre en même temps, tu vois. Je comprends le principe, mais il y a quand même un paradoxe temporel. Parce qu'en fait, ce que fait l'auteur, c'est qu'il te dit que Eren est libre, tu vois, il est libre parce que voilà, il fait tout ça, il cherche la liberté, il essaye d'éradiquer l'humanité pour ça et tout. Mais d'un autre côté, il fait ça parce que ses souvenirs du futur le dictent. Donc il n'est pas vraiment libre. Mais comme ses souvenirs du futur viennent de lui-même, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui impose, c'est son lui du futur. Ben il est quand même libre. Parce que c'est lui-même qui se l'impose à lui-même, tu vois. C'est Eren du futur qui s'impose à Eren du passé parce que ça ne doit pas en être autrement, quoi. Et c'est pour ça qu'il donne une formulation vraiment très juste, très pertinente. Il dit « Je suis esclave de la liberté ». Vraiment un oxymore parfait. Esclave de la liberté. Mais il y a le paradoxe temporel, ça marche pas, il sort de nulle part en fait. Qui a décidé tout ça? Mais d'ailleurs il se pose la question, à la fin de la saison d'avant, il dit qui a décidé tout ça? Où est-ce qu'a commencé l'histoire?
à ce moment-là, au moment où Ymir a libéré les cochons, d'ailleurs c'est elle qui a libéré les cochons, on avait un doute, est-ce que c'était vraiment elle ou elle s'est fait dénoncer à tort? Non, elle a libéré les cochons, ça veut dire que depuis qu'elle, même quand elle était esclave, elle avait cette soif de liberté. Elle avait cette soif de liberté, c'est pas juste Eren qui lui a donné. Elle voulait être libre et on a la révélation comme quoi c'est resté enchaîné, c'était à cause de l'amour qu'elle portait envers le roi Fritz et ce n'était pas juste parce qu'elle n'était pas libre, elle se sentait esclave, c'était vraiment de l'amour. Ça c'est un énorme plot twist, vraiment un super revirement. La meuf elle a un syndrome de Stockholm, mais c'est pas grave, c'est bien fait, c'est excellent. Je vous jure, c'est vraiment une œuvre incroyable. Donc Eren, ça peut ne pas en satisfaire plus d'un. Aussi le fait que il dit qu'il ne distingue plus passé, présent et futur. Donc on sait pas. Il y a le paradoxe, c'est obligé que. Enfin, il y a un paradoxe, puisque c'est Eren du futur qui influe celui du passé, qui mène à ce Eren du futur qui a fait tout ça. Donc c'est vraiment. Tout s'est posé comme ça. Hop, une boucle temporelle posée comme ça. C'est frustrant, c'est très frustrant, mais c'est voulu par l'auteur. Derrière, dans une interview, on lui avait posé la question Armin dit à Eren que tout résulte ses actions, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et lui, il a dit tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est Eren fait écho à moi-même dans ma vraie histoire. J'avais la fin en tête dès le début de SNK quand j'ai dessiné le manga. Quand il a commencé le manga, quand il avait l'histoire en tête. Et je n'ai pas pu faire la fin autrement parce qu'il devait en être ainsi. Malgré que le manga soit un art libre, il n'a pas réussi à faire autrement. Il était obligé de se cantonner à cette fin, même s'il aurait voulu la changer. Un peu bizarre ce qu'il dit, quoi. Est-ce que c'est ses éditeurs ou est-ce que c'est juste à partir du moment où il a commencé l'histoire dans le manga, dans je sais plus quel magazine, il était obligé de se cantonner à l'histoire qu'il avait en tête pour pas que décevoir ses lecteurs, pour pas que ça prenne de risques. C'est un peu bizarre. En tout cas, il répond pas vraiment à la question. Il laisse ça en suspens. Il n'y a pas d'explication. C'est juste comme ça. Et ça, c'est bizarre. Mais en plus, mais vraiment, Eren n'est pas vraiment libre. C'est frustrant. Le personnage le plus libre, soi-disant, du manga n'est pas libre. Mais l'écriture est belle. Donc, moi, ça me frustre, mais je peux l'accepter. Mais ça me frustre vraiment beaucoup, ce paradoxe. Ça me frustre énormément. Est-ce que Eren voulait vraiment ça? Est-ce que il dit qu'il aurait certainement voulu l'extermination de l'humanité même sans son pouvoir, je crois. En tout cas, il sous-entend sans y être forcé. Mais est-ce qu'il aurait vraiment sacrifié Angie, Sacha, sa mère pour ça? Tu vois, est-ce que le message de l'auteur, c'est pas au final, Eren est obligé de faire tout ça, mais au final, et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant, au final, c'est sa nature profonde qui veut ça. C'est juste qu'on le force à faire, mais au final, sa nature profonde, c'est ce qu'il aurait voulu. C'est une manifestation de sa nature profonde, si vous voulez. Tu vois? Je ne sais pas, mais vu comment il a des regrets d'avoir tué sa mère, d'avoir laissé Angie tout mourir, de Floch tuer et tout, j'ai l'impression que c'est pas, c'est pas vraiment sa nature. Parce qu'à la fin, on voit qu'il. Ce à quoi. C'est vrai que dans sa nature d'être libre, il le dit à Sig, depuis que je suis né, j'ai toujours été libre. Mais là, dans cet épisode, il y a un gros accent mis sur le fait de savourer les petits plaisirs de la vie, et c'est ça qui fait le sel de la vie. D'accord? Même si on n'est pas libre, même si on est destiné à mourir, même si tout ça, ce qui fait le sel de la vie, c'est les petits moments, un bon repas, bouquiner sous la pluie, cueillir, comme l'a dit Armin, laisser l'écureuil grignoter sa main, aller au pique-nique, courir vers un arbre, tout ça, ça fait le sel de la vie, ça fait ce qu'est vraiment la vie. Et Eren le dit justement, il dit, j'aimerais rester vivre avec vous. Et voilà, il veut vivre avec ses amis, passer de bons moments justement. Au final, on dirait que le message de l'auteur, c'est vraiment que les petits moments fugaces de la vie sont les plus importants. Malgré tout ce qui peut nous arriver, tous les tourments, ce qui compte, c'est ces moments précieux, potentiellement à partager, voilà, avec Sig les partager avec son père adoptif, Armin les partager avec ses amis, Mikasa, Eren. Donc voilà, Eren a compris ça. Donc au final, Eren est peut-être libre, entre guillemets, voilà, mais il met au-dessus de tout ça le fait de passer de bons moments. Ça, c'est fort quand même. C'est fort. Bon, après, c'est mon interprétation. Peut-être que je me trompe, parce que le mec, quand même, il a à cœur vraiment la liberté depuis qu'il est gosse. Donc voilà, d'ailleurs, il y a un super ajout dans l'animé. J'ai lu le tome, donc j'ai vu l'épisode 2 fois, et j'ai lu le tome 34 juste après. Dans le tome 34, il n'y a pas cette scène où Armin partage le poids du péché de Eren et lui dit on va se retrouver en enfer parce que c'est moi qui t'ai donné
cette envie de découvrir le monde extérieur. C'est lui qui lui a donné, mais il ne pouvait pas être autrement, parce que tout est écrit au final, vas-y. Mais ça, c'était très fort. Bon, Armin, il dit qu'il avait souhaité, lui aussi, que l'humanité disparaisse. Mais je trouve ça bizarre, parce que dans l'épisode d'avant, il disait justement que, contrairement à Eren, pour lui, il voulait croire qu'il y avait encore quelque chose à découvrir au-delà de ces murs. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Ils ont enfin vu les lacs de feu. Ça, c'était un truc que j'attendais. Je me suis dit, putain, ils ont vu la mer, mais ils n'ont pas vu le désert et les lacs de feu. Est-ce qu'ils vont les voir? Et ils ont vu le lac de feu, mais est-ce qu'ils ont vu le désert dans l'épisode? Je sais plus. Et d'ailleurs, cette scène où Eren lui parle, au début, je me suis dit, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et juste, il a effacé les souvenirs au fur et à mesure. Et au final, non, c'est pas possible parce que Armin parle de la fois où Eren l'a tabassé, et cette fois-là, c'est récemment, c'est quand ils sont grands. Donc, à moins que Eren lui raconte, mais on sent qu'il a vécu le truc. Donc je pense, à moins qu'avec l'original, il lui fasse vivre le truc, mais je pense pas. Je pense vraiment que ça ne s'est pas passé. Eren juste projette son image via le titan originel dans une dimension, c'est passé le chemin, en tout cas il peut créer une dimension peut-être dans le chemin ou ailleurs. Sûrement dans le chemin, puisque à la fin de ça, il y a Armin qui regarde Eren petit, et il est de nouveau sur le bateau. Donc je pense que c'est dans la dimension du chemin, il arrive à façonner des trucs. Normalement, il faut les façonner à la main, donc c'est un peu bizarre, mais on va dire que c'est ça, c'est comme ça. Il arrive à projeter ça, même il a projeté à Mikasa une vie avec elle, si elle avait fait ce fameux choix à l'époque, si elle avait répondu qu'elle l'aimait, eh bien ce serait cette timeline qui serait arrivée. Et finalement, ce ne fut pas le cas. Mais est-ce que Eren a envoyé ça précisément maintenant à Mikasa pour qu'elle se décide? C'est un peu bizarre. En tout cas, franchement, le plot twist de l'amour est incroyable. Incroyable. Vraiment, au final, Ymir est enchaînée juste parce qu'elle aimait le roi Fritz. Et comme Mikasa, qui ressemble à Ymir en vrai, parce que déjà, Eren n'a fait que la repousser, tout comme le roi Fritz. Lui, il n'aimait pas Ymir, il l'a utilisé. Bon, Eren c'est différent, un peu, il s'apprécie quand même et tout, mais tu vois, depuis le début du manga, il arrête pas on dirait pas qu'il l'aime en fait. D'ailleurs, ça m'a surpris justement qu'il soit amoureux d'elle. Je me suis dit, mais attends, il est vraiment amoureux d'elle, mais depuis quand? Depuis quand? Quand il était petit, il comprenait rien à l'amour. Hein. Rappelez-vous cette scène avec Marlowe, où Jean, Sacha et tout, ils insinuent que Hitch aime Marlowe. Marlowe il comprend rien et Eren il dit mais quoi, qu'est-ce que vous dites? Marlowe a raison, il comprenait rien à l'amour quand il était gosse. D'ailleurs bon je vais dans tous les sens mais je pense que cette fameuse scène où il dit non je veux que Mikasa se rappelle de moi encore 10 ans et tout, je pense que si Eren est devenu vulnérable et faisait pitié à ce moment-là comme Armin l'a souligné, c'est pas out of the caractère hein. C'est pas out of the caractère, l'auteur sait ce qu'il fait, s'il fait parler Armin pour dire que c'est minable, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Non, c'est pas out of the caractère, c'est Eren. Moi je pense que c'est parce que sa conscience aussi entre enfant et adulte, vous voyez, vu qu'il dit qu'il confond passé, présent, futur, bah, sa conscience quand il était enfant va vers le futur et inversement. Parce que normalement le cerveau se développe avec... tu grandis, le cerveau se développe. Mais si tu es comme Eren, tu es un être au-dessus, eh bien il y a cette ambiguïté. Donc moi je pense que c'est pour ça. Et ça explique peut-être toutes les fois où il a été, il a été un chialeur dans l'animé. Ou plus simplement, juste Eren, il est comme ça en fait. Il faisait juste le dur pour repousser à Mikasa, pour créer créer une scission avec ses amis, pour qu'il puisse être traité en héros plus tard. Je pense que Mikasa, il y avait vraiment un traitement particulier pour un traitement pour qu'elle s'éloigne, peut-être pour qu'elle arrête de l'aimer, mais je ne pense pas parce elle devait accepter cet amour. Mais je pense qu'il voulait voir si elle allait continuer à l'aimer malgré qu'il la repousse et quand même décider de le tuer. Ou alors il espérait qu'elle se détache et ça aurait fait une solution alternative, c'est-à-dire qu'elle arrive à se détacher de l'amour de Eren et du coup Ymir voit qu'on peut se détacher de l'amour. Mais bon, c'est un peu bizarre, non. Je pense qu'elle veut vraiment voir qu'on peut tuer malgré l'amour qu'on a, quoi. Je pense que c'est plutôt ça, parce que Mikasa aime toujours Eren, elle a juste tué Eren en conscientisant cet amour.
Donc voilà. En fait, j'avais trouvé une explication pour le fait qu'elle repousse Mikasa. Pour moi, c'était d'ailleurs assez clair, mais je sais pas pourquoi là je perds mes mots. Mais j'en reviendrai dans la vidéo, dans une vidéo plus travaillée plus tard. Quand ça me reviendra, là je fais tout en freestyle. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une vidéo, euh, donc celle de Trash, il dit que Ymir en fait reboot la timeline à chaque fois que Eren prend des choix, fait des choix qui lui conviennent pas, quoi. Pour que justement on arrive à la timeline actuelle. Moi je pense pas que Ymir reboot tout, hein. Certes, Ymir a l'air d'avoir sa propre volonté, d'être un peu au-dessus de tout, et là elle a utilisé le Okabi pour choper Armin et tout, donc Eren n'est pas complètement libre de ses mouvements, même au-delà du paradoxe temporel, hein, et du fait qu'il fait ça à cause de son lit du futur. Mais Ymir, elle s'est faite libérer par Eren, ça aussi c'est un paradoxe. Je peux pas me dire qu'elle est libre depuis le début, c'est elle est libérée par Eren, quoi. Même si depuis le début, elle veut voir effectivement le dénouement de tout ça en se mettant dans la tête de Mikasa, etc. Après, le délire avec tout ça, c'est qu'en fait, le temps, voilà, ne peut plus dire grand-chose. Tu sais pas où placer les trucs. Mais Eren l'a libérée. Est-ce qu'elle a elle-même programmé Eren pour qu'il la libère? C'est possible. Mais en tout cas, Eren l'a libérée et tu peux pas me dire que la meuf elle a reboot les timelines avant ça. Ou alors quoi, elle les a reboot dans le futur et comme la ligne temporelle est continue, ça a tout reboot. Tu veux me dire que Eren a libéré Ymir et du coup cet Ymir qui a été libéré reboot les timelines. Mais ça revient à refaire un autre paradoxe temporel. On s'en sort plus. J'ai jamais vu un manga pareil, franchement. C'est trop. C'est trop. Ça va dans tous les sens. En tout cas, donc je pense que si les gens n'ont pas aimé la fin à l'époque, c'est à cause de ça. Comme j'ai dit, le conflit n'est pas réglé, etc. Peut-être le manque de mort aussi. Personne n'est mort dans cet acte final, mais je pense que la mort du héros quand même compense un peu tout. La mort de Sig aussi, putain, quand Levi le tue en ayant un regard triste parce que il meurt de la même façon que Erwin est mort, c'est-à-dire en se sacrifiant, sauf que lui il se sacrifie avec le sourire, ça le frustre. Et même au moment où il le tranche, il a un regard, surtout dans le manga en fait, il a un regard, voilà, limite il voulait plus le tuer en fait. Enfin bon, il est quand même allé vite, ça m'a fumé dans l'animé, comment ça a été instantané, vraiment instantané. Donc il attendait que ça de le tuer, mais il a un goût amer dans ce meurtre. Il tue quelqu'un qui n'a même plus envie de se battre et qui se laisse mourir. Plus aucun intérêt. De toute façon, il est resté 6 mois à vivre, franchement, si le pouvoir des titans était resté. Donc bon, la bataille était incroyable, épique et tout. J'aurais pu penser qu'il y aurait une confrontation Annie-Mikasa parce que c'est teasé. Enfin, dans la saison 2, on a un combat entre Annie et Mikasa, et le problème de ce combat, c'est qu'on n'a jamais eu la réponse de comment ça a fini, et on s'est dit, bon, à la fin du manga, il y aura une réponse et tout. Que dalle, que dalle. L'auteur a laissé ça. Bon, je pense que c'est Mikasa qui gagne, c'est une Ackerman. D'ailleurs, Mikasa est logiquement devenu faible, puisque dans le manga, c'est pas dit dans l'animé, les Ackerman sont forts parce que l'expérience au combat des anciens Ackerman est transmise via le chemin. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus d'Ackerman, enfin, il n'y a plus de. Vous comprenez, hop, c'est fini. Elle est faible, elle est Levi, tant mieux, Levi il a moitié KO. Mikasa s'est marié avec Jean d'ailleurs, putain. Jean, quand tu vas mourir, quand tu vas rejoindre Eren dans l'au-delà, va t'expliquer avec lui. Et comment Mikasa s'en est trouvé à s'éprendre de Jean. Après, bien sûr, de manière réaliste, même si on est dans un manga, de manière réaliste, tu vas pas rester en deuil 50 ans et pas te remarier, c'est très rare ça. C'est vraiment très rare, donc c'est normal qu'elle se soit remariée, mais j'ai bien aimé qu'elle garde quand même l'écharpe. Et je trouve ça réaliste aussi, parce que tu peux oublier Eren et tout, mais quand même Eren, vu l'importance qu'il a eu dans le monde, il a détruit 80% de l'humanité, tu l'oublies pas si facilement Eren, hein. Et ton amour aussi, t'as grandi avec lui et tout. Quand même, c'est des moments, c'est pas un amour à 30 ans, quoi. Je pense que c'est ancré dans Mikasa. Moi, je trouve ça cohérent. Qu'elle ait gardé l'écharpe. La dernière scène, la dernière scène, putain, mais la dernière scène qui a été ajoutée dans le manga, ça faisait partie apparemment des pages qui n'étaient pas dans le manga, qui ont été ajoutées dans le tome, qui n'étaient pas dans le scan. On dirait que la boucle va se. C'est fou. En fait, il n'y a jamais de fin, c'est vraiment un cycle infini, c'est ça le truc. Tout à son cas, tu te dis que l'histoire va faire qu'ils vont arrêter le cycle, le devoir de mémoire et tout, on doit pas répéter les mêmes erreurs, etc. On doit sortir ce cycle de la haine entre Eldia et Nana. Et au final, qu'est-ce que tu vois à la fin? Il va aller dans la grotte, peut-être qu'il y aura de nouveaux titans, peut-être pas, parce que, je le rappelle, Ymir, si elle a généré un corps de titan,
c'est uniquement parce qu'elle était faible, qu'elle avait peur de la mort, qu'elle avait besoin d'un corps robuste. Donc la Lucigenia, là, l'espèce de parasite, s'adapte aux besoins, aux envies de la personne avec qui il évolue et à qui il se colle. Donc ça donnera peut-être pas un titan, ça donnera autre chose, mais je pense pas que ce soit un bon truc si s'il y a cette boucle, ça sera un truc sûrement monstrueux ou quoi. Je sais pas ce que ça peut donner, à quel point ça peut réaliser des vœux, à quel point dans le domaine un peu réaliste entre guillemets, ça va pas te ramener 1 million de dollars comme ça. Mais voilà, le fait que la civilisation a repris son cours et s'est redéveloppée à Paradis, qu'ensuite Paradis s'est fait détruire. On ne sait pas pourquoi, peut-être pour un autre conflit, peut-être parce que toujours le délire des Eldiens. C'est un peu frustrant, je le conçois, c'est frustrant, au final il n'y a pas de solution à ce conflit. Et c'est un message très pessimiste, quoi. Bon, je détaillerai dans d'autres vidéos, ou bien je reviendrai sur les points que j'ai cités là, mais je pense que pourquoi c'est mieux passé en animé comme manga cette fin, parce que vraiment l'aspect émotionnel était plus fort, vraiment plus fort. Quand j'ai lu le manga, bon je suis biaisé, j'ai vu l'anime avant, quand j'ai lu le manga j'ai senti moins d'émotion dans l'anime avec les OST, les couleurs, les ajouts, les modifications. Par exemple, quand Armin, quand Armin discute avec Eren et que Eren lui annonce il a décimé 80% de l'humanité, dans le manga, Armin est enfant quand Eren lui annonce ça, et il est juste étonné, comme ça, il dit ah, tu n'avais pas le choix, je sais pas quoi. Dans l'animé, ils sont adultes, et il attrape Eren, il pleure, il dit comment tu as pu faire ça et tout. C'est beaucoup plus poignant. La discussion, je pense que la discussion entre Armin et Eren était incroyable. C'est la meilleure. Mais juste cet épisode, quand Levi dit qu'il regrette pas d'avoir choisi Armin, on aurait pu se dire qu'il regrette parce qu'il a rien foutu tout le reste de la saison. Armin qui enfin, on attendait ça, c'était sûr qu'à la fin il allait être utile avec son titan colossal parce que il faut qu'on nous montre que Armin a bien fait d'être choisi. Et il a bien fait parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui a pu discuter avec Zeke, c'est lui qui a pu ramener, arrêter le grand terrassement temporairement. Et c'est lui qui a. Il dit que c'est lui qui a tué Eren à la fin, mais c'est pas lui qui a tué Eren, mais c'est Mikasa. Mais au final, il s'est battu au combat en se transformant, mais ça n'importe qui peut le faire. C'est surtout cet aspect décisionnel, cet aspect de toujours ouvert au dialogue qui est intéressant avec Armin, malgré le fait qu'il sait que les conflits vont reprendre. Eren le dit lui-même, il sait que les conflits vont reprendre, et malgré tout, il fait tout ça. Donc voilà, ça c'était extrêmement intéressant. Le commandant Muller, je comprends pas, il a une veste réversible, comme dirait Saiko Devin. Le mec, un coup, il aide des Indiens, un coup, il dit on doit apprendre nos erreurs et tout. Et à la fin, il pointe les armes du doigt, il dit arrêtez. Parce qu'il les a vus se transformer en titan. D'ailleurs, ça m'a fait flipper ce truc. Comment ça Je me suis toujours dit que c'est ultra cheaté ce pouvoir de mettre du gaz avec le liquide cérébrospinal. Je trouvais ça trop cheaté. Après, c'est du poison, quoi. Et il a fait l'IUC génial, a fait lui-même. Et il a une conscience. C'est horrible, je te jure, ça fait flipper. Ce parasite fait flipper. Il a une conscience propre, ou bien il suit celle d'Ymir, mais je ne pense pas. Je pense qu'il a automatiquement, en fait, instinctivement, donc c'est peut-être pas une conscience, mais instinctivement, il doit se recoller à la tête des reines. Mais ce qui me fait flipper, c'est que le truc est indestructible, quoi. C'est Dieu ou quoi? Je comprends pas. Donc, il est indestructible. Et, ouais, et il a créé lui-même l'armée de titans, il a transformé Jean et Connie. Voilà, donc c'était bizarre. Et Muller, il a vu les aliens se transformer en titans de nouveau, et il s'est dit putain, non, en fait, non. En fait, c'est pas possible. Les Indiens sont mauvais, il faut les éradiquer. Enfin, il faut pas les éradiquer, peut-être pas, mais il a pointé leurs armes dessus, et tout ce qu'on trouvait à dire les Indiens, c'est on n'a plus le pouvoir des titans. Mais ça veut dire que s'ils avaient encore le pouvoir des titans, ils se seraient fait abattre et il n'y aurait eu aucune solution. Donc c'est vraiment. Ça aussi, c'est frustrant. Et Muller, le fait qu'il retourne sa veste à la dernière minute juste parce qu'il a vu la différence des Eldiens, qui est une différence compréhensible, ils se transforment en monstres. Mais ils n'ont pas attaqué. Et heureusement, j'allais vraiment m'énerver s'il l'avait fait. La UC Génial les a poussés vers Yariner et tout. Il s'est fait une armée, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Hein. C'est ultra pessimiste en fait. En fait, il n'y aura jamais de solution, quoi. Mais j'ai quand même aimé la fin. Ils ont pu vivre vieux, il y a eu des émotions, il y a quand même un message comme quoi les conflits vont reprendre et tout. Bien sûr, à titre personnel, j'aurais quand même préféré qu'il y ait une vraie solution au conflit. Parce que, après tout ça, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même une solution. Au final, la solution des reines n'était même pas la bonne, peut-être la bonne, d'éradiquer entièrement l'humanité.
Au final, les 20% restants, ils traitent pas forcément les autres comme des héros, Armin et tout. Ils sont quand même hostiles à l'île du paradis, qui n'ont même plus la Bocabacée se transformer en titan. Donc voilà, c'est frustrant, mais je comprends le message, c'est réaliste. Et la fin me satisfait, malgré tout, la fin me satisfait. C'est vrai que ça serait assez fantasmé de se dire qu'on peut avoir une solution à contrôler le racisme de tous les gens. Donc voilà, dernier truc, moi ce que j'espérais en fait, pourquoi j'espérais que les gens se détransforment, que le pouvoir titan disparaîtrait, que j'ai théorisé ça, et que du coup la mère de Cody, je m'étais aussi dit ça, allait se retransformer en humaine, mais pas seulement, je me suis aussi dit, et du coup, ça permettra à ces pauvres titans colossaux des murs qui ont fait le grand terrassement, que tout le monde néglige, alors que c'est des Eldiens transformés, qui sont prisonniers de ce monde, qui sont dans des murs comme des chiens, ils peuvent pas mourir, donc ils ont leur conscience prisonnière ici, ils ont même pas de conscience. C'est horrible, même si ça va permettre de pouvoir, les libérer de leur souffrance. Et qu'est-ce qu'on voit? On n'y voit pas se détransformer. Est-ce que l'auteur a oublié? Et ça, j'aime pas parce que ça fait vraiment comme si ces titans n'étaient pas des humains, c'est juste une arme. Et ça enlève ce côté Eldien égale titan. Parce que les Eldiens de base, quand ils se transforment en titan, bah, ils perdent leur conscience à tout jamais. Un Eldien ne veut pas se transformer en titan, quoi. C'est n'importe quoi, à part les titans primordiaux. Donc, le fait de les rendre juste titans et pas vraiment revenir sur le fait que c'est des Eldiens, j'ai pas aimé, j'aurais aimé les voir. En plus, ça réaugmente la population mondiale quelque part. Et ils sont des millions quand même. Les voir se réintégrer l'île du paradis, réintégrer le monde et tout. Moi, je veux une explication sur ça. Moi, ça m'a frustré. Moi, je voulais voir les titans colossaux se détransformer. C'est tout pour moi. Je ferai d'autres vidéos. Il y a des chances que je me répète dans ma vidéo sur l'épisode, tout simplement parce que, bon, je vais me répéter, mais je vais le dire avec un montage et tout, plus structuré, plus condensé. Mais venez voir aussi les incohérences. Pareil, je risque de me répéter un peu, mais il y aura plus d'incohérences. Et ouais, ben voilà, une incohérence. Mikasa, elle s'est fait effacer la mémoire par Eren, alors que c'est une Ackerman. C'est pas possible, ça, normalement. Est-ce qu'il y a une explication cachée? Je ne sais pas. Voilà, bref. Abonnez-vous pour les vidéos qui arrivent. Et sur ce, je vous dis Jana. Et montrez SNK à votre entourage. C'est une œuvre exceptionnelle.